avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Cet épisode est le premier que j'ai réalisé aussi en anglais. Vous pourrez bien sûr retrouver dans le podcast la version anglaise et la version française. N'hésitez pas à l'écouter dans la langue que vous préférez et ou à le partager du coup à vos amis anglophones ou francophones. En France, nous avons une culture de la punition encore très ancrée dans la société et les pratiques parentales. Nous avons, il faut bien le dire, une fâcheuse tendance à raisonner en pointant l'aspect négatif des choses. Alors bien sûr, quand il s'agit de parentalité, nous avons cette même facilité à pointer les comportements qui ne nous plaisent pas chez nos enfants et à souhaiter les corriger avec des actions négatives telles que les punitions ou d'autres violences. La première référence que j'ai lue concernant mon invité du jour était pendant mon master en management et coaching. Le sujet était alors d'économiser temps et énergie avec les équipes pour aller vers des interactions efficaces et, comme on dit, gagnant-gagnant. Je fus très surpris de retrouver à nouveau ces travaux comme source chez des personnes qui défendent la punition en France comme un outil parental universel, efficace, voire apprenant. Alors je me suis dit, et si j'allais demander directement à la source ? Et nous y voilà, mon invité du jour est le docteur Alan Kasdin, professeur de psychologie et de pédopsychiatrie à l'université de Yale et directeur du Yale Parenting Center. Il a été président en 2008 de l'American Psychological Association et est l'auteur de 49 livres destinés à un public professionnel sur des sujets tels que la parentalité et l'éducation des enfants, la psychothérapie infantile, les traitements cognitifs et comportementaux et la violence interpersonnelle. Son œuvre a été traduite en plusieurs langues à travers le monde. Tout cela a fini par être nommé la méthode Kasdin. Nous allons ici échanger sur la parentalité, ni gentille ni méchante, mais basée sur les preuves, sur la science. Vous ne trouverez dans cet épisode aucun conseil d'ordre moral, mais simplement ce qui est efficace et prouvé par la science. Vous pourrez vous sentir en accord ou en désaccord selon l'endroit où vous placez vos valeurs morales. Je n'exprimerai pas les miennes dans cet épisode. Pour préparer cet entretien, je me suis basé sur son livre The Everyday Parenting Toolkit et sur son cours gratuit Everyday Parenting, The ABC of Child Rearing, dont vous trouverez le lien en description de cet épisode. En parlant d'ABC, j'aimerais rapidement détailler ces 3 lettres qui signifient A pour antécédent, l'ensemble des messages, attitudes et contextes qui vont amener le comportement. B pour behavior, aussi on va le traduire par comportement. Il s'agit d'identifier le comportement qui pose problème et surtout son opposé positif qui est adapté. C pour conséquence, ce qui peut se produire lorsque le comportement arrive. Attention, cela peut être négatif, mais nous le verrons, surtout positif. Voilà une base sommaire pour mieux comprendre notre échange. Je vous invite à nouveau, peut-être après l'écoute de cet épisode, à suivre le cours en ligne qui est très complet et dans lequel vous trouverez toute la nuance nécessaire développée. Dans cet épisode, vous pourrez nous entendre parler de changer l'enfant. Je tiens à préciser qu'il n'est pas question de changer qui est l'enfant, mais simplement de l'aider à trouver des comportements adaptés pour certaines situations précises. Ce qui m'a paru essentiel dans les travaux du Dr Kasdin est avant tout la mise en avant des interactions positives avec les enfants. Pendant qu'en France, la punition est souvent la première intention. Existe-t-il d'autres chemins ? Peut-être que nous ne savons tout simplement pas le faire. Est-ce que cela peut s'apprendre ? Comment savoir si les comportements que nous attendons de nos enfants sont normaux ou accessibles ? Comment mettre tout cela en œuvre ? La punition est-elle efficace ou apprenante ? De quoi on parle quand on parle de time out ? Enfin, je reviendrai sur la pratique française qui revient à la mode dans les médias, maladroitement comparée au time out et que l'on nomme « file dans ta chambre ». Nous verrons quel est l'avis du Dr Kasdin sur ce qui est proposé dans cette pratique. Commençons tout de suite notre épisode. J'espère qu'il vous apportera des pistes pour des solutions efficaces dans vos vies de parents. Je vous souhaite une très bonne écoute. Dr Kasdin, pourriez-vous décrire ce qu'est la méthode Kasdin ? S'agit-il d'un guide universel et miraculeux visant à faire obéir les enfants ? Doit-on suivre cette méthodologie en permanence ? S'agit-il d'une méthode visant à devenir un parent parfait ? Le nom de la méthode Kasdin, c'est déjà un nom auquel je m'oppose. Ça n'a jamais été mon intention d'avoir ce nom. Bon, enfin, tout ça, c'est une autre histoire. La raison, en tout cas, c'est que les techniques de cette méthode proviennent des résultats de plusieurs décennies de travaux de recherche en laboratoire, et ces travaux visaient à comprendre comment changer le comportement humain. C'est basé sur de la science, et cela a été appliqué à plusieurs espèces. Donc la méthode Kasdin, c'est quoi ? Eh bien, c'est le recours à plusieurs procédés qui permettent de changer le comportement humain, et qui peuvent le faire d'une manière plus simple que les pratiques quotidiennes auxquelles on a souvent recours. Le but, c'est pas de faire en sorte que les enfants obéissent. Par contre, le concept vise à développer des comportements et des habitudes.
Alors les parents peuvent déterminer ce que sont ces habitudes, mais en gros, la méthode va vous permettre d'atteindre cet objectif de manière efficace. On change le comportement, on impacte le cerveau. Et en conséquence, on change les émotions des personnes et comment elles se perçoivent elles-mêmes dans la société. S'agit-il d'un outil à utiliser en permanence avec les enfants? Alors, j'aime à penser que cette méthode, c'est comme une boîte à outils. Si vous êtes satisfait de votre parentalité, si vous êtes satisfait des résultats, et si vous aimez la manière dont votre enfant grandit et se développe, alors vous n'avez sans doute pas besoin d'avoir du tout recours à cette méthode. Si vous aimeriez que votre enfant soit plus coopératif, qu'il soit un peu plus altruiste, honnête, ou même gentil avec ses frères et sœurs, et que vos méthodes ne fonctionnent pas, si vous criez, vous punissez, alors on a la possibilité avec notre méthode de vous aider à régler ces problèmes de comportement plus rapidement, de manière plus sécurisante et plus permanente. Donc en cela, c'est comme un outil. Dans toutes les maisons du monde, on trouve des outils et on utilise ces outils que lorsqu'on en a besoin. Si vous vous baladez chez vous avec un marteau et une pince sans raison, vous êtes un peu bizarre. Mais si vous utilisez ces outils de votre boîte à outils lorsque vous en avez besoin, eh bien alors vous êtes bien équipé. Ok, j'aime beaucoup comment vous décrivez cette situation. Vous parlez de comportement à changer dans nos relations avec nos enfants. Comment identifiez-vous le comportement qui pose problème? Eh bien, c'est le parent qui est l'arbitre de cela. Le critère habituel, c'est est-ce que le comportement en dehors du cocon familial interfère avec le quotidien de la personne? Pour un enfant, ça peut être à la maison avec les frères et sœurs, ou avec les voisins, ou encore à l'école. Quand je dis ça, ce n'est pas avoir de petits problèmes. On parle d'interférences significatives. On parle de véritables problèmes qui empêchent le déroulement normal de la journée. Le parent peut dire mon enfant n'écoute jamais. Et en fait, l'enfant, il écoute souvent, mais pas souvent ou pas assez ce parent. Eh bien, on peut faire en sorte que l'enfant obéisse et écoute plus ce parent si c'est ce qu'il veut. On peut aussi expliquer aux parents les taux d'écoute normaux. Mais bon, c'est aux parents d'être l'arbitre et de dire où et quand intervenir. C'est parfois aux écoles aussi. Est-ce que ça arrive qu'un parent demande à changer un comportement qui est en fait tout à fait normal et en phase avec le développement de l'enfant? Oui, ça arrive très souvent, en particulier avec les jeunes enfants. Les parents sont souvent inquiets que leur enfant ne mange pas à la bonne heure, ne dorme pas à la bonne heure, ou encore qu'il pleure sans raison apparente. Et pourtant, il y a beaucoup de raisons. Par exemple, la science a montré que la croissance osseuse est douloureuse. Donc, la première étape, c'est vraiment d'éduquer le parent. Un exemple, un enfant de 18 mois est venu consulter à ma clinique car il avait des problèmes à la crèche. Le problème, en fait, c'est qu'il ne dormait pas pendant les heures de sieste de la crèche. Tout le monde dormait à 10h30 le matin, mais pas lui. Donc, ils me l'ont envoyé pour le traiter, pour changer le comportement de l'enfant. J'ai passé un coup de fil au prof et on a parlé 1 heure ensemble. J'ai renvoyé le parent chez lui, parce que les parents et les profs ont des croyances profondes à propos de comment les choses doivent se passer. Alors que dans la réalité, le spectre de ce qui est typique est bien plus grand. Si un enfant refuse d'aller se coucher à 22h30 et qu'il a 8 ans, oui, on peut regarder ce qui se passe. Mais s'il a 18 mois, alors l'enfant n'a pas de problème, ce sont les parents et les profs qui en ont. En lisant vos travaux, j'ai eu l'impression que votre méthode vise plutôt à changer les parents et pas vraiment l'enfant. Est-ce que c'est bien ça? Changer un enfant, c'est en fait la partie la plus facile. Souvenez-vous que mon travail a débuté en travaillant avec des enfants très agressifs et antisociaux. Des enfants qui étaient hospitalisés car ils étaient très sévèrement perturbés. On travaille avec les parents pour leur apprendre les techniques leur permettant de changer le comportement de l'enfant. Et en fait, beaucoup de choses que les parents entreprennent en ce sens ne découlent pas sur les bons comportements qu'ils souhaitent observer. Donc on travaille avec les parents et on n'a pas vraiment besoin de travailler avec les enfants. On a parlé du comportement qu'on a besoin de changer. Vous évoquez le comportement positif opposé qu'il est nécessaire d'encourager. Mais comment peut-on identifier précisément ce comportement positif opposé? C'est facile, c'est très facile même, vraiment. En gros, le parent dit je veux faire en sorte que mon enfant arrête de faire ça. Alors on dit ok, c'est compris. Que voulez-vous que votre enfant fasse à la place? Par exemple, au lieu de se battre avec sa sœur, de lui crier dessus, de lui piquer ses jouets, je voudrais qu'il joue calmement avec elle et qu'il partage ses jouets. On peut développer ça. Alors je demande que faites-vous maintenant quand ils se disputent et ne partagent pas aujourd'hui?
Et on me dit souvent, quand ça arrive, il se dispute avec elle, je lui crie dessus et je le mets dans sa chambre. Qu'est-ce que la science nous dit alors à ce sujet-là? La science nous montre que ça ne changera pas le comportement de votre enfant et que ça ne lui fera pas développer de nouvelles habitudes. Ça ne marchera donc tout simplement pas. Alors oui, vous aurez l'impression que ça marche, que vous avez enfermé l'enfant, mais ça ne changera rien durablement. Qu'est-ce que vous voulez en fait, précisément? Qu'il joue calmement, gentiment? Ça aussi, on peut le développer. D'ailleurs, ça n'est pas très difficile. Donc la clé, c'est de réfléchir à ça. Par quoi voulez-vous remplacer ce comportement? Vous n'aimez pas la manière dont votre conjoint fait telle chose. Ne vous plaignez pas. Qu'est-ce que vous voudriez que votre conjoint fasse à la place? Ça aussi, on peut le développer. On peut créer une nouvelle habitude. L'habitude change le cerveau, alors créons une nouvelle habitude et c'est fini. Donc, l'opposé positif, c'est de se poser la question: que voulez-vous à la place? Vous voulez que votre fils joue gentiment avec votre fille? On peut le faire en façonnant le comportement, avec des simulations, avec des encouragements. Ça n'est pas difficile. Cependant, si vous continuez de vous baser sur les punitions, je vous garantis que ça s'arrêtera seulement sur le moment, mais que ça ne changera rien dans le problème de comportement à terme. Pas plus que ça ne permettra de développer les habitudes que vous souhaitez encourager. Le problème, comme vous le savez sans doute, concerne le cerveau. Le cerveau est dur. Il est connecté pour se nourrir de choses négatives. Donc, qu'est-ce qui se passe quand les mauvais comportements, entre guillemets, font surface? On répond immédiatement. Le terme technique en psychologie, c'est normal. Donc oui, on doit éduquer et entraîner les parents à faire autrement. Je vous demandais à l'instant comment savoir si un comportement est typique ou non conforme au développement de l'enfant. Mais pour aller plus loin, comment savoir que le comportement que nous recherchons, l'opposé positif, est accessible pour l'enfant? Vous avez raison, c'est une question importante. Les comportements ne sont pas tous accessibles de la même manière pour tous les humains. Mais on peut les développer. Il y a des méthodes pour les développer. Par exemple, si quelqu'un se lance, vous jouez un instrument de musique. Oui, des percussions, des percussions africaines. Eh bien, si vous connaissez les instruments de musique, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on peut débloquer un comportement inaccessible en commençant par les gammes, les rythmes. Et à un moment, quand on est arrivé à la fin, on se demande mais comment cette personne en est-elle arrivée là? Et on se pose cette question parce qu'on ne voit pas le point de départ. Le violoniste, le pianiste, ils travaillent leur gamme, leurs accords, ils s'entraînent eux aussi. Et au début, pour eux, ce morceau de Rachmaninoff n'était pas non plus accessible. C'est exactement la même chose avec le comportement humain. On peut le rendre accessible. Et quand on y arrive, eh bien, on ne réalise pas toujours le chemin qu'il a fallu emprunter pour y accéder. Donc, l'accessibilité fait partie du programme. Et quand on forme les parents à encourager et à féliciter, ça a parfois l'air complètement inaccessible, car tous les parents pensent qu'ils sont déjà super. Alors qu'en fait, ils sont tous plutôt mauvais pour prodiguer le type d'encouragement dont je parle. Souvenez-vous, on s'entraîne note par note, accord par accord, partition par partition, jusqu'à atteindre l'objectif. Vous savez, en France, on a beaucoup recours aux punitions pour les enfants. On entend notamment beaucoup qu'ils ne sont pas assez sages. Ce serait mieux s'ils étaient différents. Vous parlez beaucoup d'encouragement et de comportements positifs à adopter envers les enfants. Alors comment faire des encouragements efficaces? J'aimerais approfondir cette question car j'ai l'impression qu'on ne sait pas vraiment comment faire cela en France. Eh bien, on explique aux parents qu'il y a deux types d'encouragement. Les encouragements que vous utilisez, et cela, continuez, ne changez rien, c'est super pour les relations humaines, et faites-en encore plus. Et puis, il y a un autre type d'encouragement, et c'est précisément ce type-là qui permet d'impacter et de changer les comportements humains. Et il y a de grandes chances que ce ne soit pas le type d'encouragement que vous utilisez actuellement. En quelques mots, voilà comment ça marche. Pour un jeune enfant, l'encouragement est composé de 3 ingrédients. Tout d'abord, ça doit être démonstratif. Je vous expliquerai ça dans un instant. Ça doit faire comprendre à l'enfant exactement ce qu'il a fait. Et enfin, cela doit inclure quelque chose d'affectueux et de non-verbal, comme une caresse par exemple. Donc si votre enfant joue gentiment avec sa sœur et que tout se passe bien, c'est précisément le moment auquel il faut vous précipiter vers l'enfant pour dire « C'était fantastique, c'était super !» Et ensuite, vous lui expliquez ce qui s'est passé. Tu joues avec ta sœur gentiment sans te disputer, puis vous lui touchez l'arrière de la tête, vous caressez son épaule ou encore vous lui donnez un petit bisou, peu importe. Ces 3 ingrédients ont montré qu'ils étaient essentiels pour faire la différence. S'agit-il de votre manière habituelle d'encourager et de féliciter? Non, c'est pas grave, ne changez pas ça. Ce nouveau type d'encouragement,
fait désormais partie de votre boîte à outils. Vous voulez changer votre enfant? Il y a des choses à mettre en place, et l'une d'entre elles, ce sont les encouragements, avec ces 3 ingrédients dont je viens de vous parler, et il faut le faire de manière répétée. Une fois que vous l'avez fait pendant un bon moment, arrêtez. L'habitude a été créée, c'est bon. Mais on doit entraîner les parents, car ils pensent tous être bons là-dedans. Alors, ils commencent en disant: «Oh super, tu as joué avec ta sœur, bien joué.» Mais non, non, non! Ce qu'il faudrait dire, c'est: «C'était génial!» et on le met en scène. On façonne le comportement, car comme vous le disiez plus tôt, le comportement ne semblait pas accessible initialement. Alors on a construit tout ceci avec les parents, et assez rapidement, les parents, ils sont très bons. Et ils font bien. On a créé l'habitude chez le parent, car il y a une chose fondamentale, le fait que les gens comprennent quelque chose n'est pas suffisant pour que le comportement change. Donc on ne veut pas que les parents comprennent ce que l'on a fait, ça c'est un luxe. C'est bien si ça arrive, mais ça ne changera pas à lui seul le comportement, et je dois vous avouer que les parents ne sont pas toujours d'accord quand il s'agit de leurs enfants. Ils disent à leurs enfants: «Tu sais que tu ne dois pas taper ta sœur.» Mais ils ignorent les résultats des travaux de recherche qui disent clairement que savoir ne change pas le comportement humain. On sait tous, par exemple, que c'est bien de manger des brocolis et des épinards. Mais c'était quand la dernière fois que vous en avez mangé? Ne répondez pas. C'est une question rhétorique. On sait tous qu'il ne faut pas fumer. On sait tout ça. On sait qu'on doit se faire vacciner, mais le comportement humain n'est pas influencé par la connaissance ou l'attitude. Et pourtant, les parents insistent souvent et disent: «Mais tu le sais, enfin. Pourquoi fais-tu ça?» Un exemple, on a eu un président, dont j'ai oublié le nom et le pays, qui a eu des relations sexuelles avec une stagiaire. Et tout le monde disait: «Mais pourquoi est-ce qu'un type aussi brillant a fait ça? Il sait pourtant que c'est mal.» Du point de vue de la science sociale, il n'y a pourtant aucune surprise. Savoir ne veut pas dire qu'on agit bien. Donc pour les enfants, on peut leur faire des choses sans avoir à leur faire comprendre pourquoi c'est mieux de faire ainsi. Est-ce que ce n'est pas un peu bizarre pour l'enfant si son parent n'a pas l'habitude de faire des encouragements très démonstratifs? Ça risque pas de faire peur aux enfants? Eh bien, vous n'allez pas sauter du haut de votre placard par surprise en disant: «Bravo!» Vous allez voir votre enfant et vous êtes expansif. Et c'est très important de le faire. Et ne pas se contenter de: «C'est bien, bien joué.» Non, il convient d'y mettre de l'intention et de l'enthousiasme. Et clairement, c'est plus facile pour certains parents que pour d'autres. Mais comprenons-nous, pas besoin d'être choquant au point où l'enfant fait une crise cardiaque sous l'effet de la surprise. Essayez, faites-le plusieurs fois et vous verrez l'enfant sourire. La recherche montre que l'enfant adore ça. Par contre, avec un ado, vous ne pouvez pas être trop bruyant. On utilise les mêmes 3 ingrédients, mais avec un twist un peu différent pour les adolescents. Avant de passer aux conséquences, pourriez-vous me parler des antécédents? D'après ce que je comprends de vos travaux, il est très important que le comportement ait lieu dans un environnement approprié. Une erreur de compréhension que j'entends parfois à propos de la méthode, c'est que le programme consisterait en fait en un système de récompense. Non, non et non. Le programme a 3 composantes fondamentales. Que se passe-t-il à la place du comportement recherché? Comment changer le comportement et ensuite les conséquences? Et là, il s'agit de récompenses. Mais les antécédents sont très importants. Ces antécédents, ils dictent le comportement. Il y a plusieurs types d'antécédents. Il y a tout d'abord les instructions, les consignes. Le plus évident, en fait, c'est ce que vous dites à votre enfant. Un autre, c'est l'expression de votre visage. Et le plus puissant des antécédents pour développer des comportements humains, c'est le défi. Un parent peut dire à son enfant de manière malicieuse: «Cet antécédent, je suis sûr que tu ne peux pas le faire.» Le mettre au défi. Par exemple: «Je parie que tu peux pas mettre le couvert. Je sais bien que tu peux pas. Un enfant de 5 ans ne peut pas le faire. C'est sûr. Quand tu seras plus grand, tu pourras. Mais là, non, je pense que tu sais comment faire, mais non.» Et l'enfant va dire: «Mais si, je peux, je peux, je peux.» Alors le parent va répondre par un autre antécédent: «C'est bon, ne t'inquiète pas, t'as pas besoin de le faire. Quand tu seras plus grand, tu pourras mettre le couvert.» Et à l'enfant de répondre: «Non, non, je peux le faire maintenant, je peux.» Alors le parent lâche prise et dit: «Ok, bon, je te laisse mettre les couverts sur la table.» Et l'enfant le fait. Et là, vous allez renforcer l'enfant avec des encouragements positifs, car les antécédents ne sont pas la clé du système, c'est vraiment l'ensemble. Maintenant que l'enfant fait le comportement recherché, on a les antécédents, le défi et le comportement. Alors allez voir l'enfant et dites-lui: C'était génial ce que tu as fait. Je pensais pas que tu en étais capable.» Et au dîner suivant, vous dites à l'enfant: «Je parie que tu ne peux pas le faire 2 soirs de suite.» Aucun enfant de 5 ans ne peut le faire. Et c'est pas un souci vraiment, je vais le faire. Donc il y a un antécédent, le défi. Un autre antécédent, c'est de donner le choix. Le choix est un antécédent. Quand on donne le choix aux gens, jeunes ou vieux, ils sont plus enclins à adopter un comportement.
Vous sortez avec votre enfant à l'extérieur, il fait froid, vous dites à votre enfant « Il fait froid, va mettre ton pull rouge ». C'est un antécédent terrible car il y a un ordre. « Va mettre ». Déjà, on peut dire « S'il te plaît » juste avant. Pas forcément pour être poli, mais pour adoucir l'agressivité de « va mettre ». On peut donc dire « S'il te plaît, va mettre ton manteau ». Le « s'il te plaît » adoucit votre voix. Ça change votre voix et votre intention. Et ce changement d'intonation change le comportement. Encore mieux, ce serait de dire « On va dehors, va mettre ton pull rouge ou ton manteau vert, s'il te plaît ». Maintenant, l'enfant a un choix. Et le choix en termes de comportement humain amène une plus grande conformité. La recherche en psychologie sur le sujet est très claire. Le choix a deux composants. Le vrai choix qu'on a dans nos vies et l'illusion du choix. Et l'illusion du choix, c'est quelque chose de très important. En France, ce que vous décrivez, on appelle ça un faux choix. Et certaines personnes pensent que ce n'est pas recommandé car on doit être vraiment honnête avec nos enfants. Ouais. Est-ce que ces parents ont parlé à leurs enfants à propos du Père Noël ? Non, je ne pense pas. Intéressant. Donc ils disent toute la vérité à leurs enfants depuis leur naissance ? C'est assez admirable. C'est une bonne question. Ça peut faire peur aux enfants, je veux dire, je comprends et apprécie le principe. Ce sont des gens qui ne mentent certainement jamais à leur conjoint et disent exactement comment ils se sentent à leur partenaire. C'est génial. J'admire les parents qui peuvent appliquer un principe de Kant à tous les pans de leur vie sans exception. Cependant, nous, on veut changer le comportement avec un antécédent utilisé de manière temporaire pour faire en sorte que l'enfant adopte une habitude, sans pour autant les punir, ou en les punissant de manière vraiment minimale. Et si vous comptez cela comme un faux choix ou comme quelque chose de très négatif, ok, c'est entendu. Moi, je ne cherche pas à changer la philosophie de la parentalité de qui que ce soit. Je ne cherche pas à changer la parentalité de quiconque. J'ai une boîte à outils. Vous la voulez ? Super. Vous n'en voulez pas ? Je vends rien, je suis pas payé pour ça. C'est vrai. Et c'est pour cela que j'aime beaucoup votre approche. Parlons des conséquences. On les appelle aussi parfois punitions. En France, on a tendance à penser que punir, c'est apprendre. On pense qu'il est acceptable de punir son enfant car le comportement va changer, et si la punition n'est pas suffisante, alors je peux punir plus fermement. Qu'en pensez-vous et quelles sont les pratiques que vous recommandez ? Et dans quel contexte ? Alors là, il faut être bien vigilant à considérer trois perspectives. L'une d'entre elles est plutôt religieuse. Et dans ce cas, elle fait référence à la Bible. Certaines personnes sont convaincues que celui qui épargne le bâton déteste son enfant, mais à l'inverse que celui qui l'aime a l'obligation morale de le discipliner. Il faut aussi comprendre cette perspective. Une autre perspective, celle-là, elle est culturelle, comme vous dites par exemple en France avec la punition. Et enfin, la dernière, c'est comment changer les comportements humains. Je dois bien vous avouer que c'est la seule perspective que je peux expliquer et commenter. Donc à propos de cette dernière perspective, on connaît tant de choses à propos des punitions. Les punitions n'ont qu'un effet temporaire, ça ne crée pas de nouvelles habitudes. Cela ne représente pas une forme de justice, et seule une toute petite punition peut donner un effet immédiat. Mais si vous voulez développer de nouveaux comportements, il faut développer les opposés positifs. À savoir donc, si vous voulez punir, je ne peux pas interférer avec vos valeurs ou vos convictions religieuses. Mais si vous voulez changer les comportements, les punitions corporelles, par exemple, ont de terribles conséquences sur le long terme. Des conséquences sur les enfants en termes d'agressivité, de santé mentale, de mauvaise santé, ou même de mortalité infantile. La recherche est très claire sur le sujet. Ce niveau de punition est très problématique. Les punitions au sens d'une mise à l'écart, ce qu'on appelle time out, ou le retrait d'un privilège, peuvent contribuer à changer un comportement. Mais vous ne changerez pas un comportement seulement par le biais des punitions, car les punitions inhibent seulement temporairement. Les punitions ne créent pas de nouvelles habitudes. Un truc qui arrive, c'est l'escalade des conséquences, un véritable piège parental. Crier n'a pas marché, je vais crier plus fort. Crier plus fort n'a pas marché, je vais frapper. Frapper n'a pas marché, je vais le secouer et taper plus fort. Et ce que la recherche montre, et ce que je vois dans ma clinique, c'est que ça n'aide pas du tout. D'ailleurs, vous voulez être très vigilant dans la manière dont vous punissez votre enfant, car vous lui apprenez en montrant vous-même comment contrôler les comportements humains. Plus vous punissez votre enfant, plus vous lui apprenez comment punir les autres. La recherche montre que les enfants punis interagissent de la même manière avec leur père. En gros, de la même manière que si le parent fait du sarcasme. L'enfant aussi. Si le parent frappe une chaise, eh bien c'est pareil. Vous savez, la recherche sur les punitions est très claire.
Et cependant, la science ne surpasse que très rarement les croyances culturelles. Et je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour dire ceci, si vous voulez changer un comportement, on a des outils pour ça, qui ne produisent pas d'effets secondaires comme les punitions et qui sont plus efficaces. Voulez-vous punir pendant les 2 années à venir ou bien est-ce que vous voulez changer ce comportement au cours des 3 prochaines semaines et en avoir fini avec? C'est vous qui décidez. Quels outils peut-on trouver dans les conséquences? Je pense au time-out ou à l'ignorance volontaire de l'enfant. Oui. Alors, le time-out est une conséquence pas si facile à enseigner. Dans un sens, c'est simple. C'est un moment au cours duquel l'enfant n'a pas accès à toutes les choses merveilleuses de son environnement. Mais la raison pour laquelle c'est difficile à enseigner, c'est parce que les parents, bien souvent, n'apprennent pas comment changer le comportement, mais plutôt à rendre justice eux-mêmes. Prenons l'exemple d'un enfant qui aurait cassé un trésor familial qui remonte à 5 générations en arrière. Un trésor qui porte même les initiales de l'homme de Néandertal. L'enfant le casse. Un psychologue arrive et dit « Tout ce qu'il faut faire, c'est 2 minutes de time-out ». Le parent ne peut pas le faire. Son enfant a cassé un trésor familial et on va juste lui donner 2 minutes de punition. Non, non, c'est un trésor du patrimoine de la famille. Je vais lui donner 3 ans de time-out. Alors, que dit la recherche dans ces cas-là? La durée du time-out après 1 ou 2 minutes ne fait aucune différence en termes d'impact. Donc on doit apprendre aux parents à développer les opposés positifs. Vous apprenez à l'enfant à être précautionneux avec les objets, à ne pas toucher à tout, ni à jouer avec tout. Et vous savez comme moi qu'on n'a aucun moyen de recoller ce bol si précieux en un seul morceau. 1 an de time-out, priver l'enfant de ses années universitaires, lui confisquer son vélo, ou encore l'empêcher de rendre visite à son oncle à Montmartre n'y changera rien. C'est ridicule. Donc on aide les parents à distinguer ce qu'ils font pour eux en tant que parents, et non pour leur enfant, pour leur apprendre. Vous voulez punir votre enfant car ça vous aide à vous sentir mieux, ou alors vous réalisez que cette punition c'est cathartique pour vous, alors que pour votre enfant, 2 minutes de time-out ou le retrait d'un privilège, ça suffit. Et ça, c'est ce que dit la recherche. Je suis pas là pour changer ce que vous faites, je suis là pour vous aider à être plus efficace. Vous voulez punir votre enfant? Ça me regarde pas. Mais si vous voulez changer votre enfant, sachez que ça marchera pas. À propos du time-out, si j'ai bien compris, on n'enferme pas l'enfant et on ne le force pas physiquement. Non, cela endommagerait votre relation avec votre enfant et ne développerait pas du tout les comportements que vous recherchez. Les opposés positifs vous permettent de développer une relation plus forte, plus positive, et de créer les habitudes que vous recherchez. Ok, qu'en est-il du fait de ne pas accorder d'attention, ce que vous appelez plan ignoring ou ignorance volontaire? Un des problèmes, c'est que les parents réagissent fortement aux comportements qu'ils ne veulent pas voir. En d'autres termes, ça veut dire que l'enfant fait quelque chose et les parents se précipitent dessus et gèrent la crise. Je t'ai dit de ne pas faire ça. Ignorer, c'est important pour changer. On ne prête pas attention à certains comportements seulement pour faire en sorte que les parents arrêtent de donner beaucoup d'attention à quelque chose qu'ils ne veulent pas voir. Je prends un exemple. 2 enfants regardent la télé et commencent à s'agiter. Le parent rentre dans la pièce. C'est l'attention du parent donnée au fait que les enfants s'agitent et font du bruit. Je vous conseille de soit ignorer tout cela si vous le pouvez, et par contre de vous précipiter et de les féliciter. Encouragez-les quand ils sont calmes. Donc, plan ignoring ou l'ignorance volontaire, le fait d'ignorer volontairement, c'est un outil qu'on donne aux parents pour qu'ils cessent de prêter beaucoup d'attention aux choses qu'ils ne veulent pas voir. Car quand vous y prêtez attention, eh bien c'est ce qu'on appelle un encouragement de bas niveau. Ok, merci, très bien. Que faire lorsque l'enfant refuse le time-out? Oh, eh bien c'est facile. Vous avez toujours dans votre poche, dans votre boîte à outils, un privilège que vous pouvez retirer sans l'accord de votre enfant. Un petit truc. Va en time-out pour 2 minutes. Non, je ne veux pas. 2 manières de réagir. La première, ok, je te le demande encore une fois, va en time-out. Non, je ne veux pas. Ok. Tu ne peux pas regarder la télé ou jouer à ton jeu vidéo pour le reste de la journée. Et là, c'est fini. Donc la réponse à votre question, c'est ayez sous la main un privilège que vous pouvez reprendre et qui ne nécessite pas que votre enfant soit d'accord. Et il y a aussi quelque chose d'assez contre-intuitif. Si vous voulez avoir recours au time-out, vous pouvez répéter de manière presque théâtrale le fait que l'enfant aille en time-out quand tout se passe bien. Dites simplement « On va faire un time-out pour s'entraîner ». Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Rien du tout, on s'entraîne, c'est tout. L'enfant va en time-out et vous vous précipitez pour le féliciter. Je t'ai demandé d'aller en time-out, tu y es allé. Qu'est-ce que ça change? Ça change deux choses. La première, c'est que ça augmente les chances d'obéissance dans les moments difficiles. Vous développez un peu plus l'obéissance en général, et aussi ça augmente les chances que votre enfant accepte d'aller en time-out. Donc vous pouvez développer ce comportement si vous le souhaitez également. C'est pas compliqué. Intéressant, non? Oui, très intéressant. En vous écoutant, je vous dis que cela ressemble un peu à un entraînement en quelque sorte en fait. J'aime beaucoup cette analogie car cela me fait penser à ce que vous disiez au début de l'épisode avec le pianiste et violoniste qui s'entraînent pour avoir accès au comportement recherché. Eh oui, comme vous le savez sans doute, les études sur le cerveau montrent que les cerveaux des musiciens qui se sont beaucoup entraînés sont très différents de ceux qui ne se sont pas assez entraînés. Quand on change les habitudes, on change aussi le cerveau. On veut établir ces comportements pour qu'ils soient solides et stables. Une autre question. On parle souvent de la théorie de l'attachement et de l'attachement sécure et insécure avec les experts du développement des enfants en France. Est-ce qu'appliquer le time-out ou le plan ignoring ou l'ignorance volontaire peuvent avoir des conséquences ou mettre en danger ce lien avec l'enfant? Il y a deux réponses à votre question. La théorie de l'attachement tout d'abord, hein. À un moment, on pensait que les gens avaient des attachements sécures ou non. La recherche montre les nuances. Il y a beaucoup de gens qui ont des attachements insécures et qui sont très heureux dans la vie. Il y a aussi des gens qui ont des attachements très sécures et qui ont beaucoup de problèmes. En d'autres termes, ça n'est pas aussi clair qu'au début de ces domaines de recherche. Cependant, si vous voulez améliorer votre relation avec votre enfant et votre attachement, limitez les punitions. C'est le premier truc à faire. Limiter ou arrêter les punitions et privilégier les encouragements et le développement des comportements. Donc le lien avec la théorie de l'attachement, c'est ça. Arrêter le négatif, arrêter les réprimandes, arrêter les relances et donner la priorité aux opposés positifs, aux encouragements. Ça développe des comportements. Ça développe le lien et l'attachement. Ce que les punitions ne font pas. S'énerver, ça repousse. Toucher et câliner, ça rapproche et tout le monde le sait. En quelques mots, quel message voudriez-vous passer aux parents qui nous écoutent et qui traversent des difficultés dans leur parentalité? Vous savez, le but n'est pas de changer comment les gens sont parents. Le but, c'est de mettre à disposition des outils qui ont été validés par la science et qui rendent la vie de tout le monde plus simple. Nos travaux de recherche montrent qu'une fois que vous avez recours à ces techniques et que vous réduisez les punitions, les relations à la maison s'apaisent et elles s'améliorent. Le taux de dépression parentale diminue aussi. Et les enfants sont plus heureux à l'école avec leurs camarades. Donc il y a des effets secondaires ici, que les parents ne veulent pas toujours voir. Mais si vous avez des difficultés à changer des comportements, eh bien, voilà quelques techniques que vous ne connaissez peut-être pas et qui peuvent vous simplifier la vie. Ok, merci. J'aimerais vous poser une question à propos du time-out dont on fait les louanges en France. En tout cas, la version française, le fil dans ta chambre. Mais j'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus. En France, il y a une méthode très connue et recommandée pour le time-out. On isole l'enfant, on l'enferme, pas à clé, juste porte fermée, dans sa chambre. Si après avoir expliqué 3 fois le mauvais comportement, il continue. Il y a même une liste de transgressions infantiles à bannir à partir de l'âge de 12 mois. 1 an donc. Voici une partie de la liste. Parler trop fort, crier, couper la parole, faire trop de bruit, chouiner, geindre, ne pas obéir à un ordre, rechigner à faire une tâche, refuser de dire bonjour ou merci, être mauvais joueur, quitter la table pendant le repas, etc. Je m'arrête là, la liste est vraiment très longue. Le temps d'enfermement est fixé par le parent et est proportionnel au mauvais comportement, comme un sens de justice auquel vous faisiez référence plus tôt. Enfin, si l'enfant refuse d'aller dans sa chambre, alors le temps d'enfermement augmente sans limite de temps. Que pensez-vous de tout ceci, s'il vous plaît? Oh là, il y a seulement un problème avec tout ce que vous venez de dire. Juste un tout petit problème. Cela va à l'encontre de tout ce que l'on sait grâce à la recherche sur le sujet. Le fait de vous écouter, là, tout de suite, me donne envie de me jeter par la fenêtre de ma cave. Cela viole tout ce que l'on sait. Tout d'abord, la recherche montre qu'il n'est pas nécessaire d'enfermer avec un verrou un enfant. L'enfant peut s'asseoir sur une chaise dans n'importe quelle pièce de la maison, même avec d'autres personnes autour, dans un coin pour seulement 2 minutes. Plus n'est pas nécessaire, on l'a déjà vu. La recherche est très claire sur le sujet. Changer un comportement dans la liste que vous venez de lire ne marchera pas. Ça ne marchera tout simplement pas. Certains de ces comportements s'amenuisent naturellement avec le développement de l'enfant, à mesure que l'enfant grandit. Vous voulez changer de comportement? On peut vous aider. Mais le time-out n'est vraiment pas la bonne approche. Qu'est-ce que je veux dire par pas la bonne approche? Ce n'est pas moral, c'est anti. Cela va à l'encontre de ce que l'on sait de la science. Si vous me demandiez comment rendre un parent vraiment inefficace,
Bien, je prendrai cette liste et je vous dirai, faisons cela. C'est la liste parfaite pour faire en sorte que l'enfant ne change aucun comportement. Ensuite, ajoutons des cris et des punitions corporelles, et voilà, nous avons le parent imparfait qui obtient le comportement terrible qu'il redoutait. Donc non, non, s'il vous plaît, la personne qui a écrit ça doit se justifier. Et moi, personnellement, j'accueille les bras grands ouverts toutes celles et ceux qui me demandent si ce que je dis est mon opinion ou bien si c'est issu de la science. Je partagerai avec grand plaisir les ressources dont je dispose pour l'expliquer. Assurons-nous que la personne qui vous a donné cette liste a la même attitude. Mon attitude n'a rien de spécial. C'est ainsi que marche la science. Si je ne peux pas vous montrer mes sources ou mes preuves, alors c'est juste une opinion. Et ne m'écoutez pas. Alors moi, je peux juste vous dire que cette liste et ses conseils sont basés sur la psychanalyse. Regardons les preuves. Regardons les preuves. On ne suit pas les gourous. Vous savez, j'adore Galilée, mais aujourd'hui j'accepte tout ce que Galilée ne savait pas. Galilée est toujours important, mais on ne le suit pas. On se base sur la mécanique quantique. Pareil pour Freud, un type brillant. Les techniques qu'il suggère, les thérapies qu'il utilise et ses conseils, maintenant vont à l'encontre de la recherche parce qu'on en sait désormais bien plus. Donc il n'y a pas de raison objective de critiquer Freud. Posez-vous la question, voulez-vous de la science ou alors voulez-vous aller voir votre gourou préféré? Moi je suis agnostique. Vous faites ce que vous voulez dans votre vie. Mais si vous voulez que la science vous aide à changer votre relation avec votre enfant d'une manière qui vous aide à façonner des comportements, alors jetez un œil à ces avancées de la science. Vous n'en voulez pas? Je ne les vends pas. Merci beaucoup, Alan Kazdin, pour cette interview. Avec plaisir, et merci de m'avoir invité. Bonjour et bienvenue dans cet épisode un petit peu spécial puisque c'est un supplément à l'épisode avec le docteur Kazdin. Alors pourquoi ce supplément? Tout simplement parce que le docteur Kazdin, suite à nos échanges après l'enregistrement, m'a envoyé un article en français en me disant tiens, je pense que ça pourra vous intéresser et que je pense que ça pourrait intéresser votre auditoire. Alors c'est un article dans lequel est décrit son parcours. C'est un article qui est visible en fait sur la newsletter de l'OMPAC. Alors l'OMPAC, qu'est-ce que c'est? C'est l'Organisation nationale des professionnels de l'analyse du comportement. Et dans leur newsletter de juin 2021, il y avait ce fameux article d'Alan Kazdin. Je vous mettrai le lien en description. Tout simplement parce que je ne vais pas tout vous lire. Cet article, il est fait en deux temps. Il y a un premier moment où le professeur Kazdin indique en fait son parcours à lui, qui est très très intéressant par ailleurs, puisqu'on peut voir qu'il a travaillé avec des populations de tout type, mais aussi avec des écoles. C'est-à-dire que tout ce qu'on vous a dit là, dans l'épisode général, non seulement ça peut fonctionner à l'échelle individuelle par rapport à la relation dans le système parent-enfant, mais il travaille aussi avec des écoles, avec des établissements de collectivité, sur des éléments de comportement très précis, et ça marche, c'est efficace. Vous avez bien compris que quand on discute avec Alan Kazdin et du travail d'Alan Kazdin, on est là pour parler d'efficacité. Donc c'est une personne qui a travaillé, que ce soit en hôpital psychiatrique, en centre d'adolescents, mais aussi en école. Voilà, il a vraiment un cursus exceptionnel. Et avec le Yale Parenting Center, il voit vraiment aussi toutes les typologies de parentalité et d'enfants. C'est vraiment une source impressionnante de connaissances, d'expériences et d'inspiration pour le coup. Et donc je vais tout de suite aller au moment où il décrit la méthode. Alors c'est intéressant, juste je vais faire un petit arrêt sur son expérience parce que si jamais vous êtes prof et que vous écoutez, je vous invite à aller lire quand même ses travaux sur le sujet et à aller lire la première partie de cet article dans cette newsletter, puisqu'en fait il y a des petits défis comme ça qui donnent aux enseignants et aux enseignantes. Je vous en lis un. Défi 1, vous avez un enfant qui commence la journée d'école en étant agressif, en faisant des menaces à ses pairs, puis en leur lançant des objets qui pourraient leur causer du tort. Voilà, donc bien entendu, ça implique aussi les parents, il n'y a pas de souci, mais je trouve ça très intéressant de pouvoir travailler dessus. Donc on y va, je vais vous lire la partie que j'ai prévue, et qui parle de l'approche d'Alan Kazdin. Alors, aperçu de l'approche, les concepts clés. L'analyse appliquée du comportement est issue de la recherche fondamentale, mais elle s'est étendue bien au-delà, pour inclure une variété de techniques qui peuvent changer les comportements. Par ailleurs, les principes et techniques ont été élaborés. Cependant, quelques points sur les techniques méritent d'être commentés. Le concept le plus central de l'approche est peut-être la pratique répétée des comportements souhaités. L'objectif est de développer des comportements en faisant en sorte que les individus, qu'ils soient enfants ou adultes, adoptent à plusieurs reprises le comportement souhaité. Dans la vie de tous les jours,
nous savons que la pratique est importante pour développer un comportement. Si vous, lecteur, jouez d'un instrument de musique, vous pouvez apprécier ce point de votre expérience. Je fais une petite pause, vous savez, c'est ce qu'il disait dans l'épisode général, et ça marche avec la musique, mais avec tout en fait, que vous soyez musicien, sportif, là où vous êtes spécialiste, c'est bien que vous avez travaillé, que vous avez répété des comportements, et si vous êtes des personnes qui font des pratiques à haut niveau, vous savez à quel point on peut aller dans des détails de répétition, de comportements type, de voir là où ça peut fonctionne un peu mieux, un peu moins bien, et on va répéter ce qui fonctionne encore et encore et encore. Ça marche aussi dans le professionnel, cela dit. Au-delà de notre expérience quotidienne, nous savons que les changements dans le cerveau, dans le développement de la capacité à jouer d'un instrument, sont liés à la quantité de pratique et d'expérience. Dans le changement du comportement parental et de l'enfant, la pratique n'est pas moins importante, et c'est notre objectif dans les séances de traitement. Par exemple, dans le cadre de notre travail parental, nous formons les parents à mettre en œuvre les techniques de changement comportemental lors de séances individuelles. Pour ce faire, nous pouvons nous concentrer sur un comportement très spécifique. Par exemple, comment donner des félicitations et pratiquer cela au cours de la session. Nous enseignons aux parents chaque compétence en démontrant le comportement durant la session, en demandant aux parents de reproduire la technique et en faisant des allers-retours de cette manière pour façonner, fabriquer la compétence et la pratiquer plusieurs fois jusqu'à ce que les parents puissent bien exécuter la technique de manière finale. Alors ça, c'est pour celles et ceux qui ont fait de l'éducation positive avec les chiens, c'est pareil. On travaille vachement sur les maîtres. C'est intéressant parce que je sais que ça peut vous choquer. J'en ai parlé dans le bonus, mais je sais que ça peut vous choquer, mais il y a vraiment de grandes similitudes quand on parle de comportement entre ce qu'on fait avec nous et avec les animaux. Bref. Dans ce cadre, nous pratiquons précisément la manière dont la technique devra être appliquée par le parent à la maison. Au cours des séances, le thérapeute et le parent jouent à tour de rôle le rôle de l'enfant. Nous rendons l'application de la compétence de plus en plus difficile en faisant semblant d'être un enfant récalcitrant, en démontrant comment y répondre, en faisant pratiquer le parent, etc. Le thérapeute participe activement à faire l'éloge du parent et à utiliser des antécédents spéciaux pour susciter une amélioration du comportement. Et ça, c'est super parce qu'en fait, les techniques qu'ils vous apprennent, ils les appliquent sur vous-même. Et vous pouvez tester aussi que, en fait, ça fait du bien d'avoir les comportements qui fonctionnent. Les parents trouvent en fait les séances très agréables. Généralement, pour la première fois, ils ne sont pas évalués négativement en tant que cause du problème de l'enfant. Et s'engagent également pour la première fois dans les techniques dont ils peuvent voir les effets assez rapidement. La tâche des parents est de mettre en œuvre ce que nous avons pratiqué afin qu'ils puissent changer le comportement de l'enfant à la maison. Nous commençons par demander aux parents de changer les comportements simples à la maison. Par exemple, demander à l'enfant de faire une simple corvée ou d'aider une tâche ménagère. L'objectif initial est de s'assurer que les parents peuvent appliquer les techniques et de le faire relativement bien. Nous passons ensuite à des comportements plus complexes et cliniquement pertinents de l'enfant. Les techniques de changement comportemental que nous utilisons pour développer les comportements des parents sont similaires à celles que les parents mettront en œuvre à la maison avec leurs enfants. Ils dépendent fortement de la pratique répétée. Les techniques de changement de comportemental peuvent être regroupées en 3 catégories. Les antécédents, ceux qui précèdent le comportement, comment le comportement est conçu pour atteindre l'objectif, et les conséquences, ce qui suit le comportement. Je rappelle, comme je l'ai fait dans l'épisode général, que les conséquences peuvent être négatives, certes, ça en France on a bien compris qu'elles pouvaient être négatives, mais comme vous l'avez compris dans l'épisode général, elles sont surtout positives pour encourager les comportements que l'on souhaite voir se reproduire. Les antécédents peuvent inclure les expressions faciales, le ton de la voix, la manière dont une demande est faite, les guidances physiques, les gestes, la démonstration du comportement, les instructions verbales, offrir des choix ou des options dans le cadre de la demande et proposer un défi. Chacun de ces éléments peut augmenter considérablement la probabilité d'amener l'individu adulte ou enfant à s'engager dans le comportement, et à s'engager dans le comportement à plus d'une occasion. Les antécédents sont absolument critiques et un changement dans l'un de ces éléments, par exemple expression faciale, ton de la voix, peut faire une énorme différence quant à savoir si un comportement donné est susceptible ou non de se produire. Par ailleurs, la coopération d'un enfant n'est pas simplement une caractéristique de l'enfant, mais aussi fonction de ce qui est demandé et de comment cela est demandé. Le comportement consiste en ce qui est fait pour développer l'objectif final. Le façonnement développe progressivement le comportement vers une fin particulière. Le façonnement commence par ce que le parent ou l'enfant peut faire et développe progressivement le comportement à partir de cela. Si le comportement de l'enfant ne se produit pas, on peut le pratiquer lors de jeux de rôle et de conditions simulées à la maison. Ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant quand même. Je coupe, mais quelque chose que je trouve très intéressant, vous savez, ça fait un petit peu de l'entraînement. C'est un petit peu du training, c'est-à-dire comment, dans une situation où on n'est pas submergé par l'émotion, par le stress, par les gens qui nous regardent, par tout ça, comment est-ce qu'on peut mettre en scène la situation sans stress, en fait, et du coup permettre à l'enfant de voir que ce comportement est accessible. Et je dis pas que ça, personne ne dit que ça a marché en claquant des doigts, mais du coup, peut-être qu'on pourra y faire appel la fois d'après. Et c'est ça qui est intéressant dans l'entraînement. Ici, l'enfant s'engage dans le comportement souhaité dans les situations artificielles, et plus tard,
cela peut être transféré dans les situations quotidiennes. Les conséquences consistent en ce qui suit le comportement. Habituellement, les félicitations sont la conséquence. Mais les félicitations doivent être délivrées d'une manière très spéciale pour être efficaces. Par exemple, pour les jeunes enfants, pour être d'une efficacité optimale, les félicitations doivent être expansives, indiquer exactement ce qui est félicité et être suivi d'un geste affectueux non verbal. Par exemple, toucher la tête ou l'épaule, ce qui varie sans aucun doute selon la culture et selon les personnes. Parfois, des jetons ou des points sont utilisés avec les félicitations. Tout à fait, ça peut arriver. Nous utilisons les jetons ou les points pour mieux structurer le comportement des parents. Généralement, les changements chez l'enfant peuvent être réalisés sans les points. Pour changer le comportement de l'enfant ou des parents, les antécédents, les comportements et les conséquences sont essentiels et sont utilisés ensemble. Chacun de ces éléments peut être utilisé pour initier le comportement, pour obtenir des occurrences répétées pour le verrouiller dans le répertoire de l'enfant. Une fois que le comportement est devenu stable, l'intervention peut être éliminée. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va plus y aller. Et là, c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez l'image du marteau dans l'épisode général, mais c'est là où c'est super intéressant. C'est on a utilisé notre outil, on a fini les travaux, on range les outils, c'est bon. On n'est pas en train de dire que le parent doit être en permanence un espèce de robot qui va réfléchir au comportement. À titre d'exemple, nous sommes fréquemment appelés à éliminer des crises de colère explosives. Celles-ci peuvent inclure des pleurs et des cris pendant 30 minutes ou plus, frapper le parent, casser des choses et refuser de faire quoi que ce soit. Nous pouvons créer une crise de colère moins intense dans un jeu de simulation amusant avec l'enfant, où le parent félicite les bonnes crises de colère après avoir prétendu ne pas permettre à l'enfant de faire quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ces cours, parce que j'ai suivi le cours en ligne du coup, c'est que par exemple, on va féliciter l'enfant si la crise de colère est un peu moins intense. Par exemple, votre enfant fait une crise de colère et d'habitude il vous tape dessus, ben là il va faire une crise de colère, mais il va pas vous taper, vous allez dire « Ah t'as vu, en tout cas, quoi qu'il arrive, elle est pas facile cette colère, mais t'as vu quand même, là t'as réussi à la faire sans taper, et ça c'est super chouette, bravo, vraiment tu peux être fier de toi. » Enfin voilà, des choses comme ça. Je sais pas si c'est exactement les bons mots à utiliser avec parcimonie peut-être, mais en tout cas voilà, marquer le coup et montrer à l'enfant qu'il est en processus. Et c'est ça qui est important, il est en processus, il est en train d'arriver à maîtriser sa colère. Et ça, c'est vraiment très très important. Les antécédents sont absolument essentiels pour préparer le terrain et clarifier ce qui est demandé. Après une première pratique, un autre antécédent pourrait être donné où le parent dirait tout en souriant et d'une voix enjouée et espiègle « Je parie que tu ne peux pas faire la bonne crise 2 fois de suite. » Ça, c'est intéressant. Aucun enfant de 5 ans ne peut faire ça. Bien sûr, avec ce défi bien répété lors de la séance de traitement, la réaction de l'enfant est un immense sourire, une déclaration confiante qu'il peut le faire 2 fois. Le parent cède et il la pratique à nouveau. Cela continue avec le jeu et 1 fois par jour, si possible pendant 1 semaine environ. Pendant cette période, certaines des crises de colère en dehors du jeu prennent des caractéristiques d'une bonne crise de colère et elles sont félicitées. En 2 à 3 semaines généralement, les crises de colère sont bonnes, tolérables et peu fréquentes. L'intervention est terminée et la question ne ressurgit plus. Vous avez vu ? Même pas besoin de l'enfermer dans sa chambre. Une autre caractéristique à noter est de savoir comment éliminer les comportements. La punition n'est pas très efficace pour éliminer les comportements indésirables et pour développer de nouveaux comportements. Momentanément, on peut supprimer un comportement avec une punition. Par exemple, un réprimande crie, mais le comportement est susceptible de réapparaître rapidement au même niveau et sans effet durable au-delà du moment. Et ça, c'est intéressant parce que vous voyez, vraiment, il nous dit ok, la punition, ça a un effet immédiat. La punition ou la réprimande, voire les coups, ça a des effets immédiats, mais en aucun cas, ça n'aide à réduire les comportements qui nous semblent problématiques. Et je rappelle, comme on l'a dit en général, que certains vont s'en aller tout seuls. Pour réduire ou éliminer les comportements indésirables, nous développons les comportements souhaités. Nous les appelons des opposés positifs. Le tableau 1, que je vais vous livrer juste après, illustre quelques exemples. Si on veut réduire ou éliminer certains comportements, l'accent est mis sur le développement de ces opposés positifs. Une punition très légère. Alors là, en fait, il parle d'une brève pause, de la suppression d'un privilège pendant une brève période. Vous voyez qu'à chaque fois, le côté bref est très important, peut être utile. Mais le poids du programme vient du développement du comportement positif opposé. Vous voyez, cette proposition est très intéressante parce que vous l'avez entendu dans le général, hein, on parle du time-out. Ok, j'aurais donné mon avis dans le bonus là-dessus. Et en début de bonus, comme ça, tout le monde aura pu l'entendre. Mais si vous voulez, il faut bien comprendre qu'en fait, c'est pas une vision française du truc. On n'est pas là en train de dire « Ouh, on peut pratiquer le time-out ». On est en train de dire « Le time-out, en fait, ça peut être un outil, mais qui reste moins efficace que l'opposé positif. Et si on devait être amené à l'utiliser, voilà, il y a des choses à suivre. On en a parlé dans l'épisode, et vous voyez bien que tout ça doit être très très bref. Et je voulais revenir aussi sur la notion de privilège qu'il a évoqué. Moi, j'ai développé ça en off un peu avec lui. Bien évidemment, on ne parle pas de privilèges qui mettent en jeu des besoins fondamentaux, comme la nourriture, comme le sommeil, voilà, ou le rituel du sommeil. On évite de toucher à ça. Lui, il avait parlé, dans l'exemple de l'épisode général, de « ce soir, tu ne regarderas pas de télé ». Voilà.
Ça n'empêche pas qu'il ait accès à tout le reste. Il peut lire, il peut jouer, il peut faire plein de choses. C'est juste que, voilà, ça, ce privilège qui n'est absolument pas essentiel, il va devoir s'en passer. Vous remarquerez qu'il n'a jamais parlé de privé de dessert. L'éventail des techniques pour développer le contraire positif implique celle englobée par l'utilisation combinée d'antécédents, de comportements et de conséquences. Donc là, je vais vous lire le petit tableau dont j'ai parlé juste avant. Donc là, ce qu'il vous propose, c'est quand vous voulez vous débarrasser de le comportement négatif, frères et sœurs se battant pour une émission de télévision ou l'utilisation d'un jeu vidéo, on va travailler sur l'opposé positif, être assis et bien regarder la télévision ensemble ou à tour de rôle, jouer avec le jeu sans crier ou frapper. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que, eh bien, quand on voit la situation où c'est calme, on va intervenir pour dire « Ah, c'est super de vous voir calme comme ça. Et alors, comment vous organisez pour jouer ? Oh, mais ça, c'est une idée brillante. Je sais que ça fait surjouer et tout, mais en attendant, ça ancre, ça renforce le comportement positif et ça marche. » Et ça, c'est scientifiquement prouvé. Je vais vous donner les autres exemples du tableau. Un enfant jetant ses vêtements partout par terre dans sa chambre. L'opposé positif, ça va être les placer dans sa commode ou son placard. Et donc, on va féliciter l'enfant dans ces moments-là. Et on va le faire avec lui, bien sûr, dans un premier temps. Peut-être avec juste un seul vêtement. Peut-être juste ne serait-ce qu'ouvrir le tiroir. Peut-être. Mais on va féliciter. On va féliciter encore et encore. L'enfant ne faisant pas ses devoirs, être assis tranquillement à son bureau et faire le travail scolaire pendant 20 minutes, par exemple. Et ça, vous voyez, ça, c'est intéressant parce que on part pas de la situation où l'enfant ne fait pas du tout on part de la situation où l'enfant ne fait pas ses devoirs. Donc on veut ce qu'on veut, là où on veut aller, c'est l'enfant fait ses devoirs en entier. Mais il y a plein d'étapes préliminaires. Peut-être que là, vous voyez, dans l'exemple, il dit 20 minutes. Mais peut-être que 10 minutes, selon les enfants, ça va déjà être énorme. Voilà, 10 minutes, l'enfant fait ses devoirs, ok, ça va être bien. Peut-être que ça va nécessiter une pause et puis reprendre 10 minutes. Voilà, et c'est peut-être comme ça qu'on va y arriver. En effet, ça demande du coup une certaine énergie parentale, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière, ça va ancrer le comportement positif. Et qu'il n'y aura plus ou peut-être très peu besoin de revenir dessus. Autre comportement négatif, l'enfant sortant du lit encore et encore pour boire un verre d'eau pour allonger l'heure du coucher. Opposé positif, aller au lit, ne pas se lever plus d'une fois pour boire un verre d'eau ou pour aller à la salle de bain et rester dans sa chambre. Et là, on va valoriser ça. Et c'est là où vous marquez qu'en France, on a vraiment... notre première intention, c'est de regarder ce qui ne va pas et d'appuyer sur ce qui ne va pas. Et le problème, c'est qu'en appuyant sur ce qui ne va pas, on renforce le comportement. Donc c'est ça qui est dingue, on a vraiment pris le problème à l'envers, quoi. Dernier exemple du tableau, enfant qui me dispute et me crie dessus chaque fois que je dis non à quelque chose. Et bien là, l'opposé positif, ça va être exprimer sa colère calmement. On l'a déjà évoqué précédemment. Voilà, ça ce sont différents exemples que vous pourrez retrouver dans son livre et dans son cours gratuit. Attention, je le répète, tout est en anglais. Ensuite, il a fait toute une partie avec les mythes à noter. Il y a quelques caractéristiques de l'approche que j'ai décrites qui méritent d'être soulignées au passage. Premièrement, il y a une opinion selon laquelle l'approche se concentre exclusivement sur le comportement. De nombreux problèmes psychologiques que nous traitons impliquent des émotions, des cognitions et des comportements. Ignorons-nous les composants non comportementaux ? Pas du tout. Par exemple, l'un des traitements fondés sur des données probantes pour l'anxiété est une exposition graduée à la situation ou aux circonstances qui provoquent l'anxiété. Par exemple, émotions fortes, cognition, y compris l'autodénigrement et les comportements d'évitement. Nous avons façonné le comportement d'approche comme une forme d'exposition graduée et un moyen de surmonter la peur chez les enfants. Alors là, c'est un petit peu technique, mais c'est un petit peu ce qu'on peut retrouver parfois dans ce qu'on appelle les TCC, les thérapies cognitives comportementales. Ça va être de l'exposition graduée à ce qui provoque l'émotion ou le ressenti désagréable. Les effets sont de modifier la façon dont les enfants se sentent, pensent et se comportent, comme le démontrent leur rapport et les activités dans lesquelles ils peuvent éventuellement s'engager. Plus généralement, les interventions psychologiques sont rarement assez chirurgicales pour n'affecter que le comportement. Chez les enfants ayant des comportements agressifs et antisociaux extrêmes, l'amélioration du comportement est souvent l'objectif principal, mais même là, on change de nombreuses autres facettes du fonctionnement. Les personnes dont le comportement est plus adaptif entrent dans des contextes sociaux plus positifs de la vie quotidienne et présente moins de handicap, ce qui à lui seul améliore le fonctionnement dans de multiples domaines bien au-delà des comportements concrets qui ont guidé notre attention. De plus, dans notre propre travail, lorsque nous améliorons le comportement des enfants, les commentaires des parents vont bien au-delà de simples changements de comportement. Par exemple, vous m'avez fait aimer à nouveau mon enfant ou notre maison est un endroit plus heureux sans le stress de l'horrible comportement de mon enfant. Les commentaires des enseignants vont bien au-delà de la simple constatation des changements de comportement concrets. Par exemple, l'enfant est devenu une personne beaucoup plus amicale et gentille. Là, ce qu'il veut dire, c'est que, au-delà du comportement, du coup, alors, c'est très, j'adore ce passage parce que, en fait, moi, vous savez, je fais de la PNL, la programmation neurolinguistique, et un des présupposés de la PNL, c'est que nous ne sommes pas nos comportements. Cela dit, nous sommes perçus à travers nos comportements. Ça, c'est important de le savoir. C'est que
Moi, par exemple, je ne suis pas mes comportements. Je peux avoir par exemple, je peux avoir un coup de colère, ça ne fait pas moi une personne colérique. Si un jour vous me voyez avoir un coup de colère. Néanmoins, nos comportements vont être perçus. C'est-à-dire que si vous, la seule fois où vous m'avez vu dans ma vie, c'est le moment où je pète un câble, vous allez peut-être vous dire que je suis un gros connard, que je suis une personne colérique, que je maîtrise pas mes émotions, ceci, cela. Donc nous ne sommes pas nos comportements, mais nos comportements sont la façon dont nous sommes perçus par le monde. Et donc ça, c'est très intéressant, puisque vous voyez, l'enfant est devenu une personne beaucoup plus amicale et gentille, alors qu'ils ont juste travaillé sur les comportements. Ce qui veut aussi dire derrière que l'attitude des enseignants va évoluer vis-à-vis de cet enfant. Vous voyez, c'est vraiment un cercle vertueux. J'ai également mentionné plus tôt que lorsque nous changeons le comportement de l'enfant à la maison, la dépression des parents diminue, le stress à la maison diminue et les relations familiales s'améliorent. Tout est documenté dans nos essais. En bref, l'amélioration des comportements a souvent des conséquences assez larges chez l'individu et son entourage. Deuxièmement, l'approche que j'ai décrite est souvent considérée comme donnant principalement ou même exclusivement des récompenses pour le comportement. Ce qui équivaudrait... J'adore cette... Pardon. Ce qui équivaudrait à dire qu'une quiche, ce n'est que des œufs cuits et une pâte feuilletée. Une quiche comprend ses ingrédients, mais beaucoup d'autres aussi, et le processus de combinaison de ceux-ci en fait une quiche. Je rigole parce que j'adore les comparaisons d'Alan Kazin. À peu près de manière analogue, les récompenses, généralement des félicitations, sont souvent incluses dans l'approche, mais il existe aussi d'autres ingrédients, analyse fonctionnelle, utilisation d'antécédents, etc. Le simple fait d'utiliser des récompenses ne sera probablement pas très efficace. Et lorsque les récompenses font partie d'un programme de changement de comportement, elles doivent être délivrées d'une manière très spéciale. Troisièmement, l'approche de l'analyse appliquée du comportement peut être considérée comme ayant une applicabilité très limitée. Les techniques de traitement des troubles du spectre autistique sont bien connues à présent, mais ces techniques ont une utilisation beaucoup plus large. Parmi la longue liste de techniques, on pourrait identifier l'analyse fonctionnelle, la mise à l'écart, time out, du renforcement. La mise à l'écart du renforcement, appelée time out, on en a parlé, le jeu du bon comportement, les contingences de groupe et bien d'autres. Tout ceci est détaillé dans son cours en ligne. Je le répète. Considérez une seule intervention, à savoir l'économie de jetons. Il s'agit d'un système de renforcement dans lequel les jetons sont gagnés pour une variété de comportements et sont utilisés pour acheter une variété de renforçateurs différés. Les jetons de poker, les pièces de monnaie, les billets, les étoiles, les points et les croix sont couramment utilisés comme jetons. Ils tirent leur valeur d'être échangeables contre des renforçateurs différés, privilèges, bibelots, jeux selon l'âge des bénéficiaires et le cadre. Des applications pionnières au système de jetons ont été lancées avec des patients psychiatriques hospitalisés à la fin des années 1950 et au début des années 1960. Du milieu à la fin des années 70 et au début des années 1980. Des économies de jetons avaient été appliquées à une large tranche d'âge, des tout petits aux adultes plus âgés. Dans l'école à tous les niveaux, par exemple préscolaire, primaire et secondaire, collège et université. Pour des particuliers avec un large éventail de problèmes liés à la santé physique, à la santé mentale et aux déficiences intellectuelles. Par diverses organisations, par exemple les équipes sportives professionnelles et amateurs, les militaires, les petites et grandes entreprises, et pour une variété de comportements dans la communauté. Par exemple, préservation, élimination des déchets, conduite automobile sûre. De plus, cette intervention continue d'être appliquée et les publications sur ses effets se sont multipliées. Il serait difficile d'imaginer une autre intervention psychologique ou psychosociale que l'économie de jetons qui a été aussi largement et efficacement mise en œuvre dans ces échantillons, les contextes et les foyers cibles et qui a une telle base de preuves. Si l'on se préoccupe de l'application de l'approche, il suffit de se tourner vers l'une des principales interventions pour voir sa large applicabilité. Bien entendu, l'économie de jetons n'est qu'une intervention dérivée de l'analyse appliquée des comportements. Donc là, de quoi il parle, vous l'avez sûrement compris, il parle de la récompense qui va être matérialisée par des jetons qui vont donner accès à des privilèges, à des sorties, à des choses comme ça. Donc là, en effet, on pourrait penser que c'est dans des cas extrêmes. Moi, perso, c'est quelque chose que je n'utilise pas, mais qui peut être utilisé. Je vois des personnes qui l'utilisent et ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas parce que, encore une fois, c'est un outil. Ça ne veut pas dire qu'on est en permanence dans la recherche d'acquisition de jetons. On est sur des comportements très ciblés, qui sont problématiques. Je reviens là-dessus, encore une fois, c'est pas, comme pour reprendre l'image d'Alan Kazin, on n'est pas là avec son marteau en permanence à la ceinture pour bricoler. Non, on est vraiment sur des choses très ciblées. Et encore une fois, la question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que je veux tenter le coup des jetons ou est-ce que je veux punir mon enfant ? Il y a une méthode qui est efficace, il y a une méthode qui ne l'est pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et en plus, il y a une méthode où vous pouvez jouer. Il existe par exemple des petits supports genre magasin pour aller acheter ces petits privilèges. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Il y a une chose qui n'est pas précisée dans l'article, qui est très bien précisée dans son cours et sur lequel j'ai échangé avec lui en off. C'est en aucun cas, encore une fois, comme pour les privilèges, les jetons servent à mettre en jeu des choses qui font partie de la relation normale enfant-parent.
Hein, on ne met pas en jeu des câlins, on ne met pas en jeu de l'attention, on ne met pas en jeu de la confiance, on ne met pas en jeu de la considération. Voilà, j'espère que tout ceci est très clair, parce que si on le prend en effet du mauvais côté, et je dis bien du mauvais côté, parce qu'il y a en effet une mauvaise interprétation possible, on peut passer totalement à côté du sujet. Ensuite, à la fin de cet article, il y a des commentaires de clôture. Je vous laisse, si vous souhaitez le lire en entier, le lien, encore une fois, en description. Je voulais apporter ces petites précisions par rapport à notre épisode général. J'espère que ça vous aura donné des clés efficaces. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce sont des choses que j'ai redécouvertes, puisqu'en fait, c'est ça que j'ai trouvé dingue, en fait, comme quoi la vie emprunte des chemins incroyables. C'est que moi, j'ai étudié tout ça dans le cadre de mon master il y a 5 ans maintenant, mais pour du management en fait. Et ce sont les mêmes études qui sont citées, et c'est ça qui est ouf. Ce sont les mêmes études qui sont citées, et je comprends mieux maintenant aussi pourquoi est-ce que j'avais certains réflexes avec Sarah. Pourquoi est-ce que j'étais dans le renforcement des comportements que j'appréciais, mais de manière assez naturelle, parce qu'en fait j'avais tellement mis ça en œuvre en entreprise, dans les milieux sportifs, que c'était devenu un petit peu un réflexe. Donc voilà, ça permet de vachement changer d'angle sur notre enfant et aussi sur notre entourage par moment. Donc voilà, je vous invite à pas vous fermer à tout ça, et j'espère surtout que ça va vous donner des clés. En tout cas, moi je suis convaincu que ce sont des clés importantes et efficaces pour permettre de cultiver la confiance tout en faisant face aux défis qui sont les nôtres, des comportements des enfants par rapport à la société qui est la nôtre, où ils ne sont pas forcément acceptés. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.